Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre présence est doublement symbolique au micro de Sud Radio aujourd'hui. D'abord parce qu'un album intitulé Une vie, il est impossible de ne pas l'évoquer dans les clés d'une vie. Et ensuite parce que vous êtes le 1500e invité de cette émission. C'est dire si aujourd'hui, grâce à votre présence, nous sommes à la fête. Bonjour Julien Clerc. Bonjour. Vous revenez avec un nouvel album et Une vie, d'ailleurs, ça a failli être le titre de votre tournée au départ. Ça va être le titre de la tournée, oui. Mais c'était pas forcément le titre de l'album au départ. Non. Alors, on va évoquer votre parcours. Et la première date que j'ai trouvée, eh bien, c'est un point commun que nous avons entre nous. Le 17 septembre 1973, j'ai pour la première fois parlé à la radio devant vous. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, à RTL Non-Stop. Ah, mais c'était avec Bouvard. Exactement. J'étais le gendarme de service. Oui. Qui disait incidemment et subséquemment qu'il y avait une casquette trop grande pour lui. Et c'était ma première apparition à la radio. On avait tous très peur quand on allait à Bouvard parce que c'est lui qui a lancé la mode d'égratigner les invités. Enfin, exactement. Ouais. Et ce jour-là, j'avais très peur car je n'avais jamais parlé au micro. Et vous m'avez regardé avec une telle gentillesse que ça m'a donné le courage de parler et de lire mon texte que j'avais préparé. C'est un événement important. Et donc, vous êtes finalement mon parrain à la radio, Julien Clerc. Bah, très bien. Hein, je peux vous appeler parrain. Alors, à cette époque-là, vous sortiez cette chanson. Pleure donc pas comme ça fait pleurer le bon Dieu, ça fait pleurer le bon C'est Dieu. une chanson de septembre 73. Et c'est vrai que le bon Dieu, il doit sourire en observant votre parcours, car votre parcours est exceptionnel. J'ai des paroles d'Étienne Rodagil, on avait enregistré ça à Londres d'ailleurs. Exactement. Et vos débuts à la télévision, c'était dans une émission, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui s'appelait Tilt Magazine. Oui. Et c'était Claude Chebel, qui était à l'époque animateur, oui. qui vous avait interviewé. Ouais. Vous aviez 20 ans et vous faisiez votre premier disque tout timide en continuant votre licence d'anglais. Oui. Vous vous en souvenez? Oui, bien sûr, oui. Vous aviez pas l'air d'avoir le tract en plus. Oh si, je pense que je l'avais beaucoup, mais enfin, j'ai un air comme ça, moi, souvent les sentiments sont très rentrés, donc je le montrais pas. À l'époque, Tilt, c'était aussi une émission présentée par Michel Drucker, et c'était le titre d'un journal qui était le premier Paris Match des jeunes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah oui, voilà, vous m'en rappelez des choses. J'avais oublié ça complètement. Et cette chanson que vous aviez interprétée à la télévision, c'était celle-ci. Quand on pense, Julien Clerc, que votre première rencontre avec un directeur artistique, il vous a écouté et il vous a conseillé de poursuivre vos études. Oui. C'est vrai? Oui, il m'avait dit non, ça va pas, c'est pas ça qui marche en ce moment, et il m'avait fait écouter Enrico Macias en me disant voilà, c'est ça qu'il vaudrait mieux faire. Et vous l'aviez écouté ou non? Ça vous avait démoralisé? Non, mais il y a des très très bonnes chansons d'Enrico Macias, mais enfin bon, j'étais, vous dire la vérité, j'étais sorti vexé comme un pou quand même. Quand même, oui. Et je m'étais dit, soit j'y arriverai autrement, soit j'y arriverai pas, mais je n'auditionnerai plus jamais de ma vie. C'est ce que vous avez fait. C'était, si quand même, parce que j'ai bien été obligé d'auditionner, mais alors il se trouve que c'était un cousin, figurez-vous. Alors à ce moment-là, la promesse que je m'étais faite a pris du plomb dans l'aile et je suis allé auditionner auprès de lui, parce que c'était un cousin, mais on se connaissait pas. Alors, vous êtes tous, à cette époque, Julien Clerc, considéré comme un véritable ovni dans l'ombre de la chanson, dans ce monde du rock et des yéyés. Oui, en plus, il y avait des tiroirs, beaucoup à l'époque. Alors, il y avait les yéyés, comme vous dites, qui étaient juste avant moi. Il y avait, après, la chanson, ça se séparait en 2 ou 3 tiroirs. Là, il y avait le rock, il y avait la bonne chanson française, il y avait la chanson de variété. Alors, moi, on m'avait mis dans le tiroir de la variété. Voilà. Et il se trouve que Claude Carrère, en écoutant votre premier disque, a dit à l'arrangeur de ce premier disque, qui était Jean-Claude Petit, mais qu'est-ce qu'il chante, Julien Clerc? C'est quoi ces chansons? Lui, il avait dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce jeune pour qui tu travailles? Il est vrai que les paroles d'Étienne pouvaient être par moments surprenantes. Il a apporté un espèce de vent frais dans la chanson française, c'est sûr. Et est-ce que vous imaginiez un tel destin quand un matin, en sortant de la Sorbonne, vous entrez à l'Écritoire, qui était le café à côté, et vous demandez s'il y a un auteur dans la salle? Ah oui, parce que je composais des musiques et j'avais pas d'auteur, je connaissais personne. Et il fallait bien que je trouve quelqu'un pour écrire des paroles. C'est incroyable. J'ai dit ça, donc c'était le bistrot où on se retrouvait tous, tous les jours. Et j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui écrit des paroles ici.
Et il y a quelqu'un qui a dit 6 mois, et c'était Étienne Rodagil, quelle chance. Mais comment avoir l'idée de demander dans un café Qu'est-ce que vous voulez? Où voulez-vous que je demande? L'endroit qui me semblait le plus approprié, c'est cet endroit où il y avait des gens de mon âge tous les jours. Et c'est ce qu'a fait Bruno Cocatrix quand il a créé son premier orchestre. Il y avait un bar à Pigalle où se réunissaient tous les musiciens. Ouais. Il est entré, il a dit, est-ce qu'il y a des musiciens qui veulent travailler avec moi? Oui, et c'est comme ça que ça a démarré. Oui. C'est fou, hein? Oui. Alors, il se trouve que Étienne Rodagil parlait français. Au départ, il est catalan. Il est catalan, il était fils de réfugiés, en fait. Oui. Catalan, pendant la guerre d'Espagne. Et il est né dans un camp de réfugiés à Montauban. Oui, et il a vécu la misère dans son enfance. Il a même failli disparaître du scorbut. Oui. Ah oui, je savais pas ça. Et sa mère l'a soigné avec des citrons. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et c'est ce qui l'a sauvé du scorbut. Ah, dites donc. Moi, je me souviens très bien de sa maman, qui était... on habitait tous les deux la banlieue sud, moi à Bourg-la-Reine, et lui un peu plus dans le sud, vers Antony, qui était un quartier plus populaire. Il habitait à HLM, là. Et je me souviens très bien de cette petite dame habillée de noir. Elle était veuve et elle parlait avec un fort accent catalan. Alors lui, après, il a appris le français, il a passé une licence de lettres. Et vous avez un point commun avec Rodagil, c'est l'amour de la poésie que vous devez à votre père. Oui, bien sûr, oui. Car il vous a fait mon père a essayé toute mon enfance et toute ma scolarité de me faire aimer les belles lettres, on va dire, la poésie, mais aussi les romans bien écrits, etc. Et il devait être un petit peu désolé, mon pauvre père. Et puis finalement, j'ai accédé finalement d'une autre façon à ses espérances. Je crois qu'il vous a fait découvrir Aragon, Marguerite Yourcenar. Oui, c'était très bien de sa part, c'était très honnête, mais il était honnête intellectuellement. Il était d'une tendance politique qui n'avait rien à voir avec celle d'Aragon, mais il était très gaulliste, mon père, et plutôt à droite. Et je l'ai toujours entendu dire, c'est un des plus grands poètes français, nonobstant son engagement politique. Donc je trouvais ça bien de sa part de me faire, c'était une bonne façon de commencer dans la vie, de me faire aimer quelqu'un dont il ne partageait pas forcément les idées. Et puis je crois que votre livre de chevet pendant des années, Julien Clerc, ça a été les contes et nouvelles de Maupassant. Ah oui, bien sûr. Ça l'est toujours plus ou moins. Parce que je crois qu'il y a 300 contes qui ont été publiés dans les journaux et qui sont aujourd'hui dans la Pléiade. Oui. Et pourquoi c'est... Je les ai lus tous plusieurs fois. Je sais pas, parce que sans doute l'influence de mon père, certainement, mais je trouve que c'est une langue à la fois facile, tellement bien écrite, et puis c'est une vision, un regard sur l'humanité qui n'est pas très, très optimiste, mais qui est malheureusement assez juste, souvent. Alors, vos études, c'est au lycée Lacanal de Sceaux, où d'ailleurs il y a eu un écrivain célèbre qui a été professeur, c'est Pierre Benoît. Oui, bien sûr. Et Maître Capello a été professeur à Lacanal. Ah, mais je le voyais tout le temps. En plus, il venait tout le temps dans notre classe, parce qu'il faisait plus ou moins, il aimait bien notre prof d'anglais, qui était je me souviens, une petite dame qui venait en vélo, et Capello, il venait tout le temps, il venait dans notre classe. C'était incroyable, parce qu'il venait là, je sais pas, il était attiré par cette jeune femme. Et donc, il venait là, voir, soi-disant, surveiller si on chahutait pas, mais enfin... Oui, après, il a fait de la télé avec le mot le plus long, et les jeux de 20 heures. Bien sûr. Et il est devenu célèbre. Ouais. Alors, le côté père aussi, vous l'évoquez dans ce nouvel album, avec une chanson qui s'appelle « Un père, c'est fait pour ça ». Dis-moi, qui t'a fait pleurer dans ce chagrin d'été où le soleil a pris... Alors, cette chanson est née, je crois, un soir de réveillon, dans des circonstances particulières. Oui, non, j'avais commandé une chanson à Barbelivien, puis une chanson d'amour d'un homme et d'une femme où l'homme est plus âgé. Et il m'avait écrit la chanson, effectivement, et elle me convenait pas, bon. Et c'était affreux parce qu'on devait passer le réveillon ensemble et il a dû se rendre compte que ça ne m'allait pas. Et ça me tordait le ventre, bien sûr, parce que de devoir passer toute sa soirée, et puis j'aime pas refuser, ça m'arrive souvent, mais j'aime pas refuser aux auteurs, bon. Et donc, et en fait, il a quitté la table à un moment donné, et il est revenu une ou 2 heures après il avait écrit une toute autre chanson, plutôt
un père avec sa fille. Voilà. Et si vous dites de cette chanson qu'elle pourrait plaire à tous les papas. Oui, je crois. Je me suis rendu compte que tous les pères, en particulier ceux qui ont des filles, sont touchés par cette chanson. Et vous pouvez être fier de vos filles, Angèle, que vous avez adoptée, et Vanny, qui fait une très belle carrière. Je pense que Et Jeanne. Et Jeanne aussi. Vanny qui fait une carrière Et... dans la musique, Jeanne dans le cinéma, Angèle qui écrit une série là qui marche extrêmement bien à la télévision, qui s'appelle L'Art du crime, qui est, à mon sens, tout à fait le genre d'œuvre que devrait faire la télévision toujours, c'est-à-dire du divertissement et en même temps quelque chose qui vous divertit mais qui vous apprend quelque chose. Vous devez quand même être fier de leur parcours. Ben écoutez, je suis extrêmement fier d'elles, oui, parce qu'elles ont choisi un métier artistique. On sait que c'est pas facile, mais on sait que ça peut rendre heureux aussi. Et vous nous rendez heureux, et on va continuer à être heureux en vous écoutant à nouveau dans quelques instants avec une autre date, le 3 septembre 1992. À tout de suite sur Sud Radio avec Julien Clerc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, la 1500e émission avec Julien Clerc, que je remercie 1500 fois d'être là. Non, ça fait plaisir. Pour ce nouvel album Une vie, oui. On écoute des extraits, on va en parler plus longuement tout à l'heure. Et puis, il y a une date importante, le 3 septembre 1992. Vous avez été le témoin privilégié d'une soirée historique. Ça reste, d'un point de vue, disons, du spectacle politique, peut-être... le traité de Maastricht, un débat entre Philippe Séguin et François Mitterrand, et vous êtes là. Oui, j'étais là parce que Guillaume Durand m'avait demandé de venir chanter une chanson que nous avions écrite qui s'appelait Terre de France. Oui. Et donc, pour ce débat, ça lui semblait aller avec ce débat, donc qui était sur l'Europe, où Mitterrand avait mis tout son poids dans la balance. Non, ce qu'il y avait de très passionnant ce soir-là, c'est qu'il est extrêmement malade et que dès qu'il y avait des arrêts pubs, comme on dit, il allait dans une pièce, c'était à la Sorbonne, une pièce là qui lui avait mis, qui était sa loge, et il était suivi par le fameux médecin dont on a vu toutes les photos. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il lui donnait des remontants. Et après, il revenait. Cette soirée était exceptionnelle. D'abord, parce qu'il y a une passe d'armes avec... Philippe Séguin ? Non. Avant, avec d'Ormesson. Extraordinaire. Une extraordinaire passe d'armes de deux hommes de la même génération, qui sont deux hommes extrêmement cultivés, férus d'histoire, et surtout extrêmement plein d'humour l'un et l'autre. C'est une formidable passe d'armes. Et d'ailleurs, Jean d'Ormesson a été la dernière personne à voir Mitterrand quand il a quitté le pouvoir. Mais oui. C'est drôle parce que c'était un ennemi politique, mais je pense qu'il s'estimait beaucoup intellectuellement. Et puis donc, après, il y a le débat avec Philippe Séguin. Et il avait beau être extrêmement malade, quand on était présent, on avait vu, au fur et à mesure des minutes qui passaient, que la machine Mitterrand se chauffait, et il avait beau être, je pense il souffrait beaucoup ce soir-là, il avait été brillantissime, imbattable dans le débat, qui était un des trucs qu'il préférait au monde, et moi j'étais dans ma loge avec Philippe Séguin, je partageais la loge avec lui, il transpirait abondamment, et il m'avait dit, il regardait sur l'écran, il attendait de passer finalement, et il voyait l'autre qui se chauffait au fur et à mesure, et il m'avait dit, je suppose que vous n'avez pas le trac, vous. Et je lui avais dit, mais détrompez-vous, j'ai normalement le trac. Et lui, il est arrivé. D'ailleurs, ses amis politiques, paraît-il, lui ont reproché beaucoup de ne pas avoir débattu correctement. Je pense qu'il a été séduit. Vous savez que Mitterrand avait une très grande force de séduction, y compris avec ses ennemis politiques. D'ailleurs, vous avez rencontré plusieurs fois, et à chaque fois, vous avez été impressionné par cette lumière, ce charisme très particulier. Oui, à chaque fois, quand il rentrait dans une pièce, il avait cette chose-là, effectivement. Et puis, il avait une façon, d'abord, c'est un excellent conteur.
Donc il ne racontait que ce qu'il voulait raconter, bien sûr, mais toujours il nous soulevait des coins du voile de la grande histoire, un petit peu. Donc c'était toujours extrêmement passionnant. Et comme il racontait ça dans les dîners, en parlant extrêmement bas, il ne parlait pas fort du tout. Il ne parlait fort que on l'a vu dans les meetings, bien sûr, mais c'est un orateur brillant, mais dans la vie, il parlait extrêmement doucement. Donc tout le monde se taisait pour écouter. Et souvent, la voix restait très basse et les pensées volaient à un très haut niveau. Donc c'était drôle, les deux choses. Cette voix très basse qui énonçait souvent des idées très hautes. Je crois que vous l'avez rencontré pour la première fois quand il était en premier secrétaire, lors d'un dîner chez Gisèle Halimi. Oui, elle m'avait demandé ça. Elle m'avait dit, est-ce que ça t'amuserait de rencontrer le premier secrétaire? J'avais dit oui. Elle m'avait dit, lui, oui, il voudrait bien te rencontrer. Donc, j'avais dit OK. On avait fait un dîner, j'étais pas seul d'ailleurs, mais nous étions venus avec Angèle, justement, Miou Miou et moi, et il y avait aussi Marlène Jobert, je crois, dans ce dîner. C'était un dîner où il était arrivé en retard. Il avait la réputation d'être en retard, parce que quand il traînait sur les quais ou s'il tombait sur un libraire, il pouvait rester là-dedans longtemps, feuilleter des bouquins et tout. Et il était fidèle à sa légende. Il était arrivé assez en retard. Et puis, et ça avait été une soirée formidable. Angèle peut dire que elle a sauté sur les genoux de Mitterrand lors de ce dîner. Alors, ça n'empêche que vous avez toujours défendu la société sans jamais prendre de position politique, Julien Clerc. Non, j'ai pas pris de position politique parce que je trouve que ça n'est pas notre emploi. Autant on peut défendre des projets sociétaux, mais c'est aussi sans doute parce que j'arrive de deux milieux en fait, et que c'est quand même encore assez rare à notre époque que deux personnes d'un milieu social bien différent se marient, et donc deux milieux où il y avait deux tendances politiques qui s'affrontaient d'ailleurs. Et moi j'ai vécu ça, j'ai été ballotté dans le bon sens, enfin de l'un à l'autre. J'allais le week-end chez ma mère, où il y avait mon grand-père communiste. Dans la semaine j'étais à Bourg-la-Reine avec mon père gaulliste, et ça m'a donné à la fois un intérêt pour la politique et ça m'a découragé à jamais de m'engager sur une seule tendance. Voilà, on peut dire que je me suis méfié des extrêmes. Voilà, ma vie. En revanche, vous évoquez la société et les faits de société dans votre nouvel album avec une chanson très émouvante qui s'appelle Les Parvis. Il tourne et il danse sur les pavés du parvis. Dans ses bras, il tient l'absence, son bel amour qu'on a ravi. Il tourne. Cette chanson est inspirée par un fait dramatique et une image étonnante, Stéphane Voirin qui perd sa femme, Agnès, assassinée, et il danse devant le cercueil. Ça vous a marqué, ça? Oui, beaucoup, mais je dois à Paul École qui a écrit des paroles et à qui j'avais envoyé cette mélodie, et qui m'a en retour envoyé les paroles et la vidéo de Stéphane Voirin. Et c'est vrai que je n'avais jamais vu cette vidéo, donc j'ai été extrêmement reconnaissant à Paul École de m'avoir fait chanter ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir lui parler à cet homme, parce que je voulais le prévenir quand même qu'il risquait d'entendre parler de ça, puisque c'était la chanson qui allait être le premier extrait de l'album. Et on a parlé assez longuement, c'était vraiment formidable. J'ai compris pourquoi il avait fait cette danse, puisque parmi les nombreuses choses que cette femme lui avait fait partager, il y avait l'amour de la danse. Et vous avez l'amour de votre prochain. Et j'ai retrouvé un jour un document, un petit passeport bleu à votre nom. Et vous défendez les réfugiés afghans. Vous êtes commissaire aux réfugiés en 2003 avec un magnifique passeport avec Paul Alain Auguste, votre troisième prénom. Prénom de mon grand-père. Voilà. Ouais. C'est vrai que ce passeport, les réfugiés afghans, ça a été important pour vous? Non, c'était les réfugiés, on va dire en général. C'était une cause. Ils étaient venus me chercher. En fait, ils m'ont demandé ma chanson Partir pour faire un clip sur les réfugiés. On était en pleine période. Il y avait beaucoup de réfugiés en Afrique, de gens déplacés, tout ça.
Et bien sûr, je leur avais donné ma chanson. Et une personne qui travaillait à la OHCR et qui était venue me trouver pour avoir la musique pour ce clip m'avait dit: est-ce que ça t'amuserait d'en faire un peu plus, de participer? Est-ce que tu veux venir voir avec moi les bureaux à Genève et tout? Alors j'avais dit oui, je veux bien. Et j'ai fait une ou deux missions en Afrique, toutes les deux. Mais j'ai essayé de lever des fonds, j'ai fait des concerts, je me souviens, c'est assez rare pour le signaler, de Douste Blazy, alors ministre des Affaires étrangères, qui avait mis une salle et le ministère des Affaires étrangères à notre disposition pour faire une soirée, pour lever des fonds pendant lesquels je chantais. Mais dans ces missions, je me suis rendu compte que le monde était en train à l'époque de devenir de plus en plus dangereux. Et quelqu'un comme moi qui se déplace dans une mission sur le terrain, par définition, ce sont des missions dangereuses. J'étais plus encombrant qu'autre chose. Ils étaient obligés de mettre des soldats, etc., pour sécuriser le déplacement. Et j'ai trouvé que j'étais plus gênant qu'autre chose. En tout cas, il faut quand même avoir fait tout ça, et vous avez fait encore beaucoup d'autres choses. Il y a une autre date importante dans votre vie que j'ai trouvée, le 6 mai 1999. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Julien Clerc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, la 1500e émission des clés d'une vie, avec un invité exceptionnel, Julien Clerc, de par son parcours, de par son talent, avec ce nouvel album Une vie. On écoute quelques extraits au fil de l'émission, et puis des dates. Et le 6 mai 1999, c'est votre dernier concert à New York, au Florence Gould Institute. Oui. C'était une tournée aux États-Unis, oui, en français. Oui, c'était organisé par les alliances françaises. Oui. C'était formidable. C'était une tournée. On a chanté pas qu'aux États-Unis, dans cette très grande tournée. On a chanté au Cambodge. Vraiment, on est allé aussi, oui, en Asie. C'était formidable. Et c'était drôle, oui, de chanter là, mais j'avais un trac terrible. Sans doute parce que c'était New York. Je sais pas. Oui. Mais en français, bon, Aznavour a chanté en anglais là-bas, mais vous ne chantez qu'en français. Oui. Oui, je suis un chanteur français, vraiment. C'est la langue française. C'est cette langue-là qui a fait ma musique. C'est la langue française. Et l'Institut Florence Gould, c'était une mécène, cette femme, qui organisait des salons littéraires, qui a laissé une immense fortune, et elle a son nom aujourd'hui dans une salle de l'hôpital américain et à l'Opéra Garnier. Oui, c'est vrai. C'était assez étonnant. Ouais. Alors, les tournées, justement, ça fait partie de votre vie en permanence. Ah oui. C'est le cas aussi de quelqu'un d'autre qui a participé à votre album, et c'est un événement. Ça n'arrive qu'à moi. Ça n'arrive qu'à moi. Ça n'arrive qu'à moi. Serge Lama a écrit cette chanson. C'est quand même extraordinaire, Julien Clerc. Oui, parce ce qui était extraordinaire, c'est d'enfin travailler ensemble, on va dire. Et enfin de se connaître. On aura passé toute notre vie en se croisant, en fait. Et Dieu merci, je sais plus, je crois que c'est moi qui lui ai demandé des textes pour cet album. Et là, on s'est mieux connus, et j'aurais regretté de ne pas le connaître comme c'est le cas maintenant. Il avait le trac en vous proposant ces paroles. Il paraît, il a dit ça l'autre jour. On a peur quand on écrit pour lui. Il a dit, non, il exagère un peu, mais c'est vrai qu'il est tellement entier, tellement inquiet aussi. C'est vrai que on parlait d'Étienne Rodagil au début de cette émission, d'avoir eu la chance de commencer avec lui. Tous les auteurs, après, par la suite, à qui j'ai demandé des textes, qui quand même voyaient, on va dire, le talent d'Étienne Rodagil, ont toujours fait attention aux textes qu'ils m'ont donnés par la suite, bien sûr. Alors donc, Serge est comme les autres. Vous savez, Barbelivien m'a dit récemment, pendant que nous écrivions cet album, il m'a dit, mon camarade, ça devient de plus en plus difficile d'écrire une chanson d'amour pour toi. Je comprends ce qu'il veut dire. Les auteurs m'ont beaucoup fait chanter l'amour dans ma vie. C'est vrai que là, faut-il trouver l'angle et le sujet qui aille avec un chanteur qui a
beaucoup chanté ça dans sa vie. Alors, effectivement, dans les années 70-80, vous tourniez beaucoup, Serge Lama aussi. Moi, je me souviens de ses concerts au Palais des Congrès. Oui. Je sais pas si vous savez, il a ouvert le Palais des Congrès quand personne ne voulait y aller. Ouais. Et on lui a dit c'est une folie. Et il a battu tous les records de recettes pendant des années. Ah oui, mais il était, quand on sait comment il souffrait physiquement, la vie qu'il a menée sur la route pendant des années, c'est admirable. Et les tournées aussi, pour vous, c'était un bonheur. Ça a toujours été un bonheur. Nous sommes une génération qui ne se posait aucune question là-dessus. Être chanteur, c'est chanter sur les routes. Voilà, partir sur les routes. Nous avons tous les gens de ma génération avons passé notre vie sur la route. Et les moments de calme, vous les avez beaucoup passés à la campagne, parce que vous avez vécu pendant des années à la campagne. Je crois d'abord il y a eu Lyon, où vous collectionnez les voitures anciennes. Oui, alors ça, c'est la première maison. Oui. J'ai eu 2 maisons dans Lyon. Et effectivement, j'aurais beaucoup aimé être collectionneur dans ma vie, ce que je ne suis absolument pas. Alors là, je m'étais dit, peut-être les voitures anciennes, je vais y arriver. Puis non, je m'en suis désintéressé très rapidement. Mais j'en avais quand même 2, vraiment des vieilles voitures. J'avais une Talbot Le Mans. Je crois que c'était quand même aujourd'hui une voiture qui signifie quelque chose pour les collectionneurs. Et j'en avais une autre, une Ballot. Alors là, je sais pas si des gens ont ça encore, sûrement, des collectionneurs, mais j'avais bien commencé. Puis je m'en suis désintéressé rapidement. Il y avait les chevaux vapeur et les chevaux tout court, car là aussi, les chevaux, ça a été très important dans votre vie. Oui, les chevaux, c'est important dans ma vie. Je me suis d'abord promené, et puis après, en épousant une cavalière, j'ai fait ce sport-là, à un niveau d'amateur, bien sûr. Mais pendant des années, pendant plus de 10 ans. Et franchement, tous mes week-ends et toutes mes vacances, oui, je faisais des concours hippiques. Oui, mais c'était épuisant en même temps. Bah, c'était épuisant nerveusement, parce que je travaillais toute la semaine, j'étais pas particulièrement doué, bon. Et au moment des concours, je pouvais pas nier qui j'étais, donc j'avais une double peine, si vous voulez, une double pression. J'avais le trac de la compétition, plus le trac des gens qui venaient voir comment j'allais réussir ou rater d'ailleurs. On pense souvent à l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, film que vous avez sans doute vu avec Robert Redford. Oui, bien sûr. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un jour, pendant un tournage, il voit un cheval abandonné, personne ne s'en occupait, il a sauvé le cheval. Oui, oui. C'est étonnant. Oh non, mais il doit aimer... C'est vrai que quand on... Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens de chevaux, ça peut occuper... Je comprends que ça occupe une vie. Moi, je n'aurais pas pu, mais... Et puis, moi, je faisais ça en amateur. Mais je comprends que ça puisse occuper toute une vie. Et puis, effectivement, aimer la nature ne vous empêche pas de chanter la ville, et notamment vos nuits de centre-ville. Mes nuits de centre-ville, où je délaisse un peu les oiseaux de malheur. Je n'ai même plus la sensation que passe l'heure. Dans les gares, entre les engins à vapeur. Chanson de Benjamin Biolay qui vous a beaucoup accompagné dans cet album. Oui, alors il a produit l'album, comme on dit, enfin réalisé, quoi. Il a fait les arrangements, plus il a écrit des chansons avec moi, et celle-là qu'il a écrit tout seul, paroles, musique. Évidemment, comme il avait écrit pour moi, je me suis mis bien volontiers au service de son univers. C'est pas votre univers, pourtant la ville, la nuit. Non, cela a été, plus que ça l'est aujourd'hui. Voilà. Mais Benjamin Biolay, vous l'aviez déjà connu, voici 17 ans, je crois, premier album, et là, vous l'avez retrouvé, et il a beaucoup évolué. Bah, c'est-à-dire que comme il est brillant, et comme il est ultra doué, il a pris un espèce de savoir-faire, en plus du talent immense qu'il a. Ouais. Et pourquoi ce choix? Pourquoi lui? Parce que j'avais très envie, ça faisait longtemps, les années ont passé, et j'avais vraiment envie de le retrouver. Et vous avez un point commun avec Benjamin Biolay et Julien Clerc, vous êtes capable de passer des nuits en studio. Oui, lui, moi je vais avoir envie de dormir avant lui, mais, oui. Mais en tout cas des heures et des heures, oui. Mais est-ce que c'est pas si fréquent ce genre de choses aujourd'hui, de passer des nuits en studio pour vérifier chaque détail de l'album? Oui, c'est vrai que on a travaillé à l'ancienne, si on peut dire, dans un studio. Aujourd'hui, vous avez plein d'albums qui sont faits il
y a des mômes qui font des albums dans leur chambre, hein, Oui. disons. Aujourd'hui, c'est la démarche d'aller au studio, les musiciens, etc., preneurs de son, etc. C'est moins répandu qu'avant, même les arrangeurs. Je voulais aussi travailler avec Benjamin parce que il est un arrangeur. Il y avait notre métier, comme tous les métiers, est en train d'évoluer. Et il y a deux, on va dire, deux catégories qui sont en train de souffrir, si on peut dire, qui sont les arrangeurs, c'est-à-dire les gens capables d'écrire des arrangements, je veux dire, d'écrire des cordes sur une partition, etc. Et puis les auteurs. Vous aviez une certaine époque, quand j'ai commencé, des gens qui n'étaient que auteurs. Qu'est-ce que c'est auteur? C'est des gens qui écrivent les paroles et qui pouvaient vivre de leur plume. Ça a toujours existé dans la chanson française. Aujourd'hui, Paul École est de plus en plus seul sur sa planète. Alors, le seul exemple d'artiste qui a enregistré un album chez lui, dans sa cuisine, c'est Georges Brassens, qui habitait à l'époque c'était entre l'impasse Florimond et la rue Santos-Dumont, et il a fait l'album numéro 9 dans sa cuisine, ce qui était étonnant. Oui, mais ça, moi j'en ai fait un aussi. Moi j'ai fait Terre de France à la campagne. Hein, on avait mis des bottes de paille pour insonoriser, etc. On a fait venir un camion avec... ça a été beaucoup fait. Il y a eu beaucoup de grands albums faits comme ça. Je parle pas du mien, mais par exemple le Harvest de Neil Young aussi a été fait dans sa ferme. Et Brassens, je crois que depuis l'âge de 3 ans, vous l'écoutez. Oui, depuis toujours. Parce que c'était l'idole de ma mère. Donc j'ai été, je pense, autant que Renaud et Maxime Le Forestier, mais ça se sait moins, parce que je n'ai pas été, moi, un chanteur avec une guitare, etc. Mais enfin, je suis autant un héritier de lui que Maxime et Renaud, par exemple. Simplement, eux, ce sont des auteurs, alors que moi, je suis un musicien, mais j'ai découvert Brassens tout petit, pas par ses paroles, mais par ses mélodies, en fait. Oui. D'ailleurs, vous ne jouez pas de la guitare, vous n'avez jamais pu jouer de la guitare. Non, j'y arrive pas. C'est fou, hein. C'est un instrument barbare pour moi. Et dans cet album, il y a aussi une autre chanson étonnante, parce qu'elle évoque un sujet de société dont on parle de plus en plus. Elle s'appelle Les yeux noirs. Il ne sait plus exactement ni son nom, ni son domicile. Mais il sait que dans les yeux noirs de celle qui vient tous les soirs. La maladie d'Alzheimer, c'est un sujet que on vous attendait pas sur ce sujet. Non, quand Paul École m'a envoyé ça, d'ailleurs je lui ai demandé elle était plus courte et je lui ai dit on parle bien d'Alzheimer, là il m'a dit oui, alors je lui ai dit réécrivez un couplet où vraiment vous dites que c'est ça, qu'on comprenne vraiment que ce soit ça. C'est incroyable. D'abord, je le remercie là encore énormément de m'avoir fait chanter ce texte-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une période de ma vie où je suis entouré de gens qui ont ça à vivre, en particulier avec leurs parents ou des gens de la famille. Je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant, mais en tout cas, c'est quelque chose dont on entend énormément parler. Et d'ailleurs, il y a un film culte qui s'appelle N'oublie jamais. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Nick Cassavetes, qui est une histoire sur la maladie d'Alzheimer, mais traitée de façon étonnante. Ouais. Si un jour vous avez l'occasion de le voir, Bien sûr. je pense qu'il vous touchera. Ouais. N'oublie jamais. Ouais. Et puis, vous avez conservé dans votre mémoire plein de souvenirs, et ça évoque une chanson de cet album, Drôle d'oiseau. Voulant m'enfuir à tire d'aile, j'ai suivi un vol d'hirondelles. Dans les vapeurs et les délires, je suis devenu oiseau lyre, un funambule, un voltigeur. Le voileau de banlieue devient pigeon voyageur. Il y a des airs de ce n'est rien dans cette chanson. Oui, non, il a fait ce petit, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire cette histoire d'un artiste en employant des termes d'oiseaux, Oui. des noms d'oiseaux. Mais c'est David McNeil qui l'a écrit. Oui. Et c'est vrai que ça correspond à votre philosophie, à votre vie finalement. Oui, bien sûr, c'est ça qu'il a voulu écrire. Oui. Et ça, c'est vrai que vous imaginiez devenir un pigeon voyageur quand vous avez débuté? Non, parce que j'ai jamais été très voyageur dans ma vie.
les voyages. J'ai préféré toute ma vie voyager dans ma tête. Mais pour mon métier, évidemment, j'ai adoré voyager. Et puis, il y a un album, justement, qui a pris son envol le 23 mai 2025. On va en parler dans quelques instants avec Julien Clerc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, la 1500e émission des clés d'une vie, avec la sortie le 23 mai 2025 du 28e album de Julien Clerc. 28, ça fait quand même beaucoup, hein? Oui, ça fait beaucoup de chansons écrites, ouais. C'est fou. Vous pensiez au départ faire 28 albums, voire beaucoup plus? Non, d'autant plus que j'avais pas un savoir très grand musical. Donc, ce mélange, on va dire, de cette drôle de voix et puis cette faculté à inventer des mélodies, ma foi. Quand j'ai découvert ça, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps, non. En plus, vous êtes un mélodiste, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Ouais. C'est vrai qu'il y a peu de mélodistes. Non, mais oui, c'est parce qu'il y a une musique qui est plus présente qu'avant, qui est le rap. Donc, le rap, ce n'est pas basé sur la mélodie, c'est basé sur le rythme et le flow, comme on dit. Donc, c'est vrai, mais enfin, il y a quand même il y a toujours quand même des grands mélodistes, quand même. Et ça demande beaucoup de travail. Je crois que cet album, on l'a entendu pendant quelques temps. Oui. Oui, c'est vrai que j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude à le faire. Et j'ai pas détesté ça, en fait. Prendre plus mon temps. Il y a eu le confinement, peut-être, non? Non, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. La dernière tournée avait été très longue, alors on avait reculé le moment de... Et puis comme j'avais sorti des disques de façon assez rapprochée la dernière fois, 2 disques, j'avais décidé là de prendre beaucoup plus mon temps et franchement j'ai bien aimé ça en fait. Et en plus votre méthode de travail est très particulière, très rigoureuse. Vous mettez d'un côté des mélodies, de l'autre vous attendez les paroles, c'est très particulier. Oui, enfin je fais les deux. Des fois j'envoie des mélodies à un auteur et d'autres fois je leur demande de m'envoyer des textes comme ça. Ça me fait faire de la musique de 2 façons différentes. Mais en plus, il faut faire des choix ensuite et un ordre dans un album. Oui, bien sûr. Et d'abord, j'écris toujours beaucoup plus de chansons que prévu. Donc après, il y en a, oui, qui restent sur le côté, ma foi. Et la première chanson qui ouvre cet album, Une vie, c'est « En serais-je moins fou de toi ». Ouais. Et si tous les destins s'achèvent, et si vivre n'est rien qu'un rêve, à peine une minute brève, en serais-je moins fou de toi? Et si tous ceux qui dévergondent n'avaient pas envahi le monde, avec un hymne à chaque seconde, en serais-je moins fou de toi? On regrette que vous n'ayez pas travaillé avec Serge Lama avant. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais là aussi, c'est un mélange Lama-Clerc, on reconnaît les deux. Oui, bien sûr, certainement. Là, je lui ai demandé de changer un mot. En fait, il avait écrit, et je comprends pourquoi, nous comprenons tous pourquoi, dans la phrase qu'on vient d'entendre, et si tous ceux qui dévergondent n'avaient pas envahi le monde, Serge avait écrit avec un tweet à chaque seconde. Mais j'essaie toujours que les choses soient le plus intemporelles possible, pour durer le plus longtemps possible. Le mot tweet est un mot qui, je sais pas si il restera longtemps, mais c'est juste pour ça. Et il a remplacé par le mot hymne, qui va aussi bien d'ailleurs. Mais je comprends très bien pourquoi il avait écrit tweet. On comprend tous d'ailleurs. Exactement. Mais vous avez peut-être raison. Je crois qu'effectivement, pour durer, il faut garder des mots normaux. Voilà. Alors, vous avez travaillé en artisan, c'est-à-dire que toujours au piano, avec le casque sur la tête pour ne déranger personne. Oui, ça, depuis quelques années, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes voisins dans ma vie quand j'étais à mon piano. Donc là, maintenant, depuis quelques années, j'ai un piano avec un casque, comme ça, je peux travailler pour ne déranger ni les voisins ni ma famille. Mais je travaille toujours de la même façon, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu de studio à la maison, ni de console de son et autres. J'aime aller en studio, comme ça. Ouais, faire la démarche. Quand arrive le moment de l'enregistrement, je vais en studio. Oui, encore faut-il avoir trouvé la mélodie. Alors ça vient tout de suite ou ça vient... Ça dépend. Les mélodies
qui, sans les paroles, sont plus longues à venir. Quand il y a un texte, par contre, en revanche, quand il y a un texte qui m'inspire, la mélodie peut venir très vite. Alors, j'écris le principal, mais après, je retravaille des semaines et des semaines dessus. Mais la mélodie peut venir très vite. Il arrive même que vous coupiez les paroles d'une chanson. J'ai vu un manuscrit un jour où vous aviez coupé 3 mots parce que la mélodie ne collait pas dessus. Ah oui, bien sûr. Oui. Après, il y a des périodes de retravail avec l'auteur. Et puis, mais c'est Yves Gilbert qui a beaucoup écrit pour Serge Lama, qui est comme vous. Il ne connaît pas la musique, mais il se met au piano. La mélodie vient immédiatement. Ah oui, elle ne c'est vient incroyable. jamais. Oui. Ça, c'était très mystérieux. C'est très mystérieux. Ça me fait plaisir parce que mon fils là m'a demandé hier. Il m'a dit, montre-moi les accords de L'Assassin assassiné. Et je lui ai dit, écoute, tu fais pas de piano, il fait plutôt de la guitare. Il m'a dit, à la guitare, c'est impossible. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, ce sont des accords typiquement des accords de claviériste. Et il y a beaucoup de septième majeur, enfin comme ça, des accords diminués, etc., qui sont vraiment typiques, qu'on peut faire évidemment à la guitare, mais qui viennent plus facilement sous les doigts au clavier. Je lui ai dit, je veux bien te montrer, mais il y a des accords compliqués. C'est incroyable que quelqu'un comme moi, qui n'est pas un très grand savoir musical, fasse par moments des accords aussi compliqués. Puis il y a une chanson très importante dans cet album, très émouvante, c'est celle-ci. Et tant qu'il y aura le passage des avions frôlant des nuages, je dirai sans Dieu, 100 fois sans louange, les avions parfois ressemblent à des anges. Saint-Nazaire, dédié à Gérard Leclerc, votre frère. C'est une chanson qu'on vous a envoyée un soir, au départ? J'avais demandé à Paul École s'il voulait bien m'écrire un texte pour mon frère. Et vous l'avez découvert avec émerveillement, et puis oui. J'étais surtout heureux parce que je pouvais faire... D'abord, je trouvais qu'il était beau et que, incroyablement, il décrivait tout à fait notre relation. Mais aussi, ça me permettait, un texte qui me permettait d'écrire une chanson qui ne soit pas triste. Je n'imaginais pas une chanson triste pour mon frère. Votre frère, dont vous avez partagé les très jeunes années, quand votre père a divorcé. Alors mon père, j'étais le premier lit, comme on dit. Oui. Donc mon père a divorcé. Il a épousé par la suite la mère de mon frère, donc mes frères et sœurs. Donc pendant 4 ans, j'ai été tout seul. Et puis au bout de 4 ans, mon frère est arrivé. Et d'ailleurs, les divorces avec la garde du père, c'était très rare à l'époque. Oui. On était des pionniers, absolument. Et votre frère, il a été le complice de vos jeunes années. Oui. On était, comme on est une famille nombreuse, on partageait la même chambre. Et lui n'imaginait pas devenir artiste. Je crois qu'il a fait Sciences Po, où il est devenu maître de conférence. Alors lui, au contraire de moi, est un fanat de voyage. Il a commencé à voyager très 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 tôt, même quand il était encore étudiant. Il a commencé à voyager. Et puis ses études brillantes que mon père avait faites et qu'il souhaitait pour moi, c'est mon frère qui les a faites. Il a fait des études, je pense, pratiquement aussi brillantes que celles de mon père. Et donc, il avait la voie royale pour faire l'ENA, et au grand déplaisir de mon père, il a refusé de faire l'ENA, et il a dit, je veux être journaliste. Mon père était furieux, je me souviens. Et au lieu de faire l'ENA, il a postulé à la radio Europe 1, et ils l'ont fourré alors qu'il avait une maîtrise d'histoire. Il était sorti 2e de Sciences Po, et ils l'ont mis au PC de la circulation routière à Rosny-sous-Bois. Mon père était fulminé. Et la première télé de votre frère, c'est avec vous, je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'affiche du Monde, un déjeuner de famille avec votre belle-mère qui explique que vos débuts à la scène, c'est un mariage dans le Poitou, et votre frère est souriant, vous riez tous les deux en complice. On riait beaucoup. Franchement, la maison était gaie, ça gueulait beaucoup dans tous les sens parce que personne n'était d'accord politiquement, surtout. Donc les enfants, moi encore, j'écoutais, mais mon frère était beaucoup plus à gauche, mon père était à droite, alors ça gueulait beaucoup à la maison, mais enfin c'était gai.
Alors moi, je me souviens de votre frère que je voyais souvent, on avait des amis communs. Ce qui me frappait, c'est sa discrétion et son sourire permanent. C'est-à-dire Oui. qu'il était toujours heureux et toujours... Il y avait une pudeur totale chez lui et une discrétion sur son métier. C'était étonnant. Ah oui, oui. Il a, il était absolument très aimable. Alors au sens fort du terme. Depuis qu'il est parti, je ne tombe que sur des gens qu'il adorait et qui faisaient des trucs avec qui appartenaient à des associations, de boulistes ou autres. Et mon frère était beaucoup plus gai, beaucoup plus marrant que moi. Oh, vous avez beaucoup ri, vous, avec certaines personnes, dont Robert Charlebois, je crois. Oui, c'est vrai. Oui. Vous avez... Non, mais j'aime bien rire, c'est Oui. vrai. Souvent, mes amis sont drôles, c'est vrai. Ce qui est étonnant avec vous aussi, Julien Clerc, c'est qu'il y a des chansons tellement célèbres qu'elles sont rentrées dans le langage courant, comme celle-ci. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait. Alors, cette chanson, je ne compte plus les gens qui utilisent ce titre sans savoir que c'est une chanson de Oui, vous. oui, oui. C'est étonnant. Oui, c'est drôle, oui. Mais c'est drôle d'avoir des chansons. Bah, en plus, en même temps, c'est le rôle des chansons. C'est d'accompagner leur époque et d'accompagner les gens de leur pays. Et votre voix n'a pas changé, n'a jamais changé. Et là aussi, quel est le secret de Bon, je travaille ma voix pour qu'elle reste ce qu'elle est. Je crois que quand on a la chance d'avoir une voix particulière, eh bien, il faut la cultiver parce que c'est ce qui fait votre particularité, oui, c'est ça. Et les cordes vocales ne vieillissent pas quand on les Non, entretient. non, c'est ce que j'ai appris il y a quelques années, en fait. Quand on travaille, c'est un muscle qui continue de fonctionner. Et puis sur cet album, il y a quelqu'un qui n'est indissociable de vos aventures, c'est Carla Bruni, avec une chanson qui s'appelle Toi et moi. Toi et moi, rien que ça. Avec Carla, elle est indissociable de votre parcours depuis des années. Et c'est incroyable, c'est parce que quand nous avions commencé à travailler ensemble, elle débutait, si on peut dire, en tant que parolière, parce qu'elle était surtout connue dans le monde entier comme top modèle, et donc elle avait décidé de se lancer dans ce nouveau métier. C'est vrai que dans cet album-là, qui s'appelait Si j'étais elle, nous avions écrit ensemble 6 ou 7 chansons, je crois qu'il y a beaucoup dans un album. Et aujourd'hui, avec le temps qui est passé, elle se retrouve plus ancienne parolière qui a travaillé avec moi, parce que depuis, évidemment, plus ancienne avec McNeil, quoi. Exactement. Voilà. Ouais. Et les femmes, à part elle et Françoise Hardy, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont travaillé avec vous, Il Julien y en Clerc. avait quand même quelques-unes. Mais c'est pas si fréquent, c'est pas... C'est pas si fréquent que ça, non. C'est pas... pour qu'une femme écrive des chansons pour des hommes, il faut qu'elle ait un talent particulier, je trouve. Il y a des auteurs femmes que j'adore. Je ne sais pas si elles pourraient écrire pour des hommes. Alors, l'avenir maintenant, je crois, c'est cet album. C'est une tournée qui est déjà prévue en 2027 ? Ça va commencer en 2026 et ça ira jusqu'à la fin 2027, oui. Avec vos 80 ans à l'Accor Arena que vous avez inauguré. Oui, oui. Et vous êtes le parrain moral de cette salle aussi. Oui, enfin, j'étais le parrain français, en tout cas. Je pense qu'il y avait eu 1 ou 2 anglo-saxons avant. Et vous avez toujours envie de continuer. Il n'est pas question un jour d'arrêter. Bah, quand on a la chance de faire ce métier-là, on aurait bien tort de s'arrêter. Oui, bien sûr. À moins qu'on vous montre la direction de la porte de façon insistante. Non, là je plaisante. Je crois que la seule raison pour laquelle on continue, c'est que on est encore capable, il faut être encore capable, me semble-t-il, d'écrire des nouvelles choses. Ne vivre que sur son passé, je pense pas que ça m'amuserait beaucoup. Non, mais vous avez un futur, c'est évident. Vous êtes venu pour la 1500e, vous serez peut-être là pour la 2000e des Clés d'une vie. On verra bien. On verra bien. En tout cas, merci Julien Clerc, merci pour cet album Une vie. Et puis, continuez ainsi, ne changez jamais rien, parce qu'on a besoin de vous et la chanson française a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.